Hello Mémélie-Mélo, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, un mardi comme d'habitude. Alors, vous le savez, hein, vous étiez fidèles au poste et vous avez été très nombreux à me faire des retours. J'ai été très ravie de recevoir vos messages. Merci pour votre fidélité. Et donc, je disais que vous le savez, le mois dernier, on a consacré toute cette période au mois des mamans. Mais ce mois des mamans nous invite aujourd'hui à poursuivre un peu la réflexion et à se poser la question de la santé féminine. À quel point ça doit être pris en compte, quelle est sa réalité en Martinique. Et puis, on va aussi parler du fibrome utérin, qui est justement une petite épine, je préfère le dire comme ça, dans le projet de maternité. Donc, ça donne suite à cette question du mois des mamans. Alors, pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui Virginie Noël. Bonjour Virginie. Bonjour Nathilo. Merci de ta présence. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de te recevoir. Tu es naturopathe. Tout à fait. Et tu consacres ce mois-ci au fibrome utérin. Alors, je te laisse nous dire un peu plus sur qui tu es. Oui. Alors, le mois de juin est dédié à la sensibilisation au fibrome utérin. Donc, ce n'est pas une initiative qui vient de ma part, mais c'est l'initiative qui vient de plusieurs associations, des associations qui sont constituées de patientes, de femmes qui vivent avec des fibromes utérins. Okay. Pourquoi? Parce que justement, elles ont constaté que le fibrome utérin n'est pas assez médiatisé. Et donc, par rapport à d'autres problématiques de santé de manière générale ou spécialement de santé féminine. Okay. Et donc, elles ont décidé que le mois de juin serait dédié au fibrome utérin. Et étant donné ma spécialisation, je me suis dit, pourquoi pas justement marquer le coup et participer à cette démarche. Voilà, à ma manière, tout à fait. C'est ça. On parle beaucoup de lever les tabous, de lever les tabous autour de la santé pelvienne et donc des douleurs utérines. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y aurait une sorte de tabou sur ce fibrome et toutes les maladies qu'on connaît chez la femme en tout cas? Je commencerai par déjà avoir mal pendant les règles. Ça, c'est quelque chose qui est encore à déconstruire parce que beaucoup de femmes pensent ou ne savent pas que ce n'est pas normal. Donc, elles sont là, elles subissent. C'est comme si c'était banalisé, mais c'est aussi un problème de société, d'éducation, de communication. Et c'est vrai qu'on ne nous apprend pas forcément toutes ces choses. Comment fonctionne le corps de la femme, où est situé l'utérus. On sait plus ou moins, on a quelques notions d'anatomie qu'on a vues en SVT. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais on n'en sait pas plus comment nous, on fonctionne, parce qu'on a un fonctionnement différent par rapport aux hommes, déjà par rapport à cette variété émotionnelle. Oui, c'est vrai. Donc, déjà au niveau des recherches... Hormonales aussi. Exactement. Au niveau des recherches, ce ne sont pas forcément les femmes qui sont choisies pour tester des médicaments ou peu importe. C'est plutôt les hommes, la jante masculine. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. Ils sont beaucoup plus linéaires. Ils n'ont pas autant de bouleversements qu'une femme. C'est vrai. Et donc... c'est impressionnant ce que tu me dis. Je suis un peu choquée. Je réalise effectivement qu'un simple Doliprane, par exemple, ne réagit pas chez la femme de la même manière en fonction de la période dans laquelle elle se trouve. Exactement. Chose qu'on ne va pas forcément retrouver chez l'homme. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, il y a déjà une complexité au niveau de la femme. Mais cette complexité peut être aussi sa force. Oui. D'où la puissance du féminin. C'est ça. Alors, c'est vrai que, va nous apparaître à l'écran, donc ta carte de visite, mais aussi ta page Instagram où les téléspectateurs pourront te retrouver. Et ta page Instagram s'appelle La puissance du féminin. Alors, pourquoi la puissance du féminin? Qu'est-ce que tu veux véhiculer à travers cette expression? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Déjà, ce nom m'est venu comme ça. La puissance du féminin, je trouvais que c'était parlant. Je trouvais que ça véhiculait un message positif. La puissance, donc la femme, on fait déjà, faut savoir que de la puberté jusqu'à la ménopause, déjà, on a plein de changements. Donc déjà, je trouve qu'une femme, elle a plein de palettes. Donc ça fait qu'elle elle s'adapte. Oui. Elle s'adapte à plein de choses. Elle a plusieurs casquettes et en plus de tout ça, je trouve qu'elle a déjà une charge énorme. Oui. Et malgré ça, elle arrive à avancer, elle arrive à être maman, entrepreneur, épouse, etc. Et je trouve ça déjà magnifique d'être une femme, déjà. Ensuite, il y a aussi ce syndrome, je dirais, c'est vrai, syndrome potomitan de la femme forte. Ça, c'est vrai.
dans je notre réfute culture. un peu. Hein. Oui. Voilà. C'est pour ça que je dis syndrome de la femme forte. Ouais. Mais c'est dans notre culture où la femme, c'est celle qui se débrouille, qui fait tout. Et à travers aussi la puissance du féminin, je veux ramener aussi un peu de douceur. C'est-à-dire, OK, on peut avoir ce syndrome de la femme potomitan où on se sent forte et tout, mais en même temps, on peut être à l'écoute de soi. C'est ça. Et c'est ce message-là que je vais véhiculer à travers ma communication, à travers le nom, la puissance du féminin. À la fois de la puissance, mais en même temps de la douceur, de la vulnérabilité. On peut être forte, mais aussi vulnérable. Alors, c'est très, très intéressant ce que tu dis parce que je disais à l'instant que je remettais beaucoup en question ce statut de femme potomitan que la martiniquaise, l'antillaise de manière générale, mais la martiniquaise a. Parce que je trouve que c'est une posture qui empêche à la femme d'assumer, si c'est, j'aime pas le terme, mais je vais le dire quand même pour que ce soit compris, d'assumer ses faiblesses. Et quand je parle de faiblesse, c'est pas dans le sens je suis faible, je suis une ratée, mais dans le sens où je suis humaine. Alors on va plutôt dire d'assumer son humanité et son incapacité à faire certaines choses qui lui sont pourtant attendues justement par transmission sociale. Et il y a des femmes qui tombent véritablement dans des dépressions, dans des complexes d'infériorité, parce que justement, elles n'arrivent pas à faire comme leur grand-mère a fait, elles n'arrivent pas à faire comme leur maman a fait. Et c'est vrai que j'ai un petit souci avec cette question de la femme potomitan. Mais en t'écoutant, je réalise qu'on peut trouver des solutions. Alors, il ne s'agit pas que de dire c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir pallier à cette injonction de femme potomitan qui est finalement destructrice? Et là, je vois une solution. C'est-à-dire que tu proposes une nouvelle façon de regarder en fait cette posture. Exactement. Voilà, en y apportant de la douceur. Oui, parce que en fait justement, le fait que certaines femmes pensent que les règles sont normales, ça vient aussi de ce syndrome. Oui. C'est-à-dire que ça va, je suis forte, je vais résister à la douleur, je vais attendre que ça passe, ça va aller, je vais quand même aller travailler. Donc en fait, c'est ça, en fait, c'est indirectement, on l'a en nous. Oui. Et donc, ces femmes-là, justement, si elles prenaient le temps juste, et elles le font pas volontairement, c'est parfois inconscient, si elles prenaient le temps de juste s'arrêter et de dire, oh là là, j'ai mal, ou j'ai des règles abondantes, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, ce sont des signaux d'alerte que notre corps nous envoie. Et c'est juste qu'on n'a pas appris à les écouter. Parce que justement, être dans cette posture de femme potomitan nous empêche inconsciemment de nous écouter. Et peut-être que si on le faisait, justement, on aurait pu trouver des solutions pour ces mots et être rentré pleinement dans la puissance qui est attendue de nous. Exactement. C'est ça, j'ai bien compris. Tu nous parles aussi du fibrome. Donc, qu'est-ce que le fibrome utérin? Alors, avant que tu nous donnes ton explication à toi, qui je crois sera fort intéressante, d'autant plus que tu t'y consacres tout ce mois-ci, je vais proposer aux téléspectateurs de découvrir une petite vidéo, juste pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur le fibrome, et on revient tout de suite. Voilà, c'est un fibrome de l'utérus. Le fibrome est la tumeur la plus fréquente, il touche beaucoup de femmes, c'est la plupart du temps une tumeur non cancéreuse, mais il peut être très handicapant et cacher certaines maladies. Je t'explique tout de suite en détail et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Le fibrome est la tumeur non cancéreuse la plus répandue chez les femmes, c'est même d'ailleurs la première cause de l'ablation de l'utérus, l'hystérectomie. Le fibrome est une boule de muscle qui se développe à l'intérieur de l'utérus, il peut être plus ou moins gros et en fonction de sa taille et sa localisation, il provoque plusieurs symptômes. Il peut provoquer des règles abondantes, ce sont des ménorrhagies, des saignements en dehors des règles, ce sont des métrorragies, la durée des règles, les règles peuvent durer plus longtemps, elles peuvent parfois être accompagnées de caillots de sang, provoquer des envies fréquentes d'uriner, provoquer des troubles du transit, l'apparition d'hémorroïdes, ressentir une sensation de poids dans le bas du ventre, rendre les rapports intimes douloureux, et parfois la perception d'une masse au toucher au niveau du bas-ventre. S'ils ne sont pas traités, les fibromes évoluent et peuvent provoquer des complications, entraîner des saignements de plus en plus important, ce qui peut provoquer une anémie sévère, entraîner une compression des organes aux alentours, comme la vessie, le rectum, comprimer les veines de la région pelvienne, comprimer certains nerfs. Il peut également entraîner une infertilité et en cas de grossesse, il peut provoquer des fausses couches. Le fibrome est très souvent détecté par un examen d'imagerie comme une échographie, parfois une IRM. Les fibromes sont traités par le biais de la chirurgie, soit par une myomectomie, très souvent par une hystérectomie et certains traitements permettent de soulager les symptômes, comme la prise de progestatifs.
Alors, vu cette vidéo, j'ai choisi un peu cette vidéo parce que c'est une vidéo qui est facile d'accès. Comme on se l'est dit un petit peu en off, j'ai pas forcément, même si c'est quand même documenté, mais je n'ai pas forcément trouvé énormément de choses autour du fibrome utérin, autour des maladies pelviennes, même l'endométriose, même si ça se développe de plus en plus, mais ça reste compliqué de bien comprendre la maladie. Et j'ai trouvé cette vidéo dynamique. Mais c'est vrai que là, en la revoyant avec toi et en pensant à vous, chers téléspectateurs, je réalise à quel point elle peut être source de panique. Oui. Moi, je trouve cette vidéo... Ça m'a donné mal à la tête. Voilà. Et donc, du coup, je me dis... Alors, aucun regret de l'avoir choisi parce que c'est en réalité ce que les gens vont trouver. Tout à fait. Mais, et d'ailleurs, tant mieux si on a trouvé elle parce qu'il nous faudra décrypter tout ça. Quand on découvre le fibrome utérin, on a l'impression que c'est fini pour la femme là. Là, c'était alarmiste. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'était la fin du monde, la façon dont c'était expliqué. Et puis, il a montré qu'une vision, la vision de la médecine conventionnelle. Ok. Donc, déjà, c'était rapide. C'est vrai que le fibrome utérin, comme c'est très bien expliqué, hein, c'est une boule de muscle qui se développe dans l'utérus et sur la paroi de l'utérus. Okay. Donc, c'est une maladie typiquement féminine. Ok. Mais moi, je veux rajouter un complément d'information. Effectivement, c'est la maladie dont les femmes sont le plus touchées parce que c'est 1 femme sur 4. Ok. Et il faut savoir que les femmes afrodescendantes sont davantage touchées parce qu'il y a une prévalence et parce que au niveau génétique, au niveau de notre morphologie, on a plus de chances de développer des fibromes. D'accord. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, j'ai voulu me spécialiser dans les fibromes utérins parce que c'est une maladie gynécologique qui touche les femmes afrodescendantes et qu'on en parle peu. D'accord. C'est vraiment la petite dernière, en fait, de toutes les maladies gynécologiques. Ok. Et c'est pour cela qu'on trouve encore pas suffisamment d'informations. C'est ça, c'est vrai que ça a été difficile. Oui, parce que ici en France, en France hexagonale, en Martinique, de manière générale, en francophonie, il faut aller chercher les informations. Il y a des associations comme Fibrome Info France qui donnent des informations, mais la plupart, moi, des informations, comment moi je me suis formée, c'est à l'international, c'est-à-dire en allant sur des forums anglophones, des livres en anglais. Il y a beaucoup plus de choses et d'études en anglais qu'en français. D'accord, ok. Donc ça veut dire beaucoup plus... Est-ce qu'on peut considérer que ça existe un peu plus dans les pays anglophones que chez nous? Pourquoi cette... C'est juste que c'est... comme ils sont beaucoup plus nombreux, je pense que il y a ça aussi, je pense que c'est une question de population. Okay. Par exemple, aux États-Unis, la population, elle est beaucoup plus grande. Oui. Les Afro-Américaines sont beaucoup plus touchées. Et puis, ils sont beaucoup plus avancés aussi au niveau des techniques chirurgicales. Donc, on sait qu'en France, c'est une vérité, c'est un constat, on est toujours un petit peu en retard. Et dans le cas de la santé utérine, c'est vraiment le cas. Alors, tu disais qu'il y a 1 femme sur 4 qui est touchée par le fibrome utérin. Oui. Ça se ressent, Martinique? Ah oui, parce qu'en fait, comment je suis venue à me spécialiser, c'est parce que dans mes rendez-vous, dans mes consultations en naturopathie, eh bien, je rencontrais beaucoup de femmes qui souffrent de leur utérus, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, et aussi beaucoup de femmes avec des fibromes utérins qui, je voyais, qui se sentaient perdues, incomprises, pas écoutées par le corps médical et parfois laissées pour compte, en fait, désemparées, parce que, en fait, lorsqu'elles ont un diagnostic, on leur dit, ben voilà, vous avez un fibrome utérin. C'est ça. Et ça s'arrête là. Mais elles se disent, ah ok, fibrome utérin, je n'avais jamais entendu ce terme, ou vaguement, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Ni comprendre à quel point ça peut être grave. Exactement. Parce que j'ai beaucoup entendu la banalisation du fibrome. Oh, un petit fibrome, c'est pas méchant. Oui. C'est un discours qui revenait souvent des médecins aussi. Eh bien, la définition, c'est tumeur non bénigne. Donc, le fait qu'on dise tumeur non bénigne, ben forcément, ça va axer sur une banalisation. Or, je préfère le terme tumeur non cancéreuse. Ok, d'accord. Et donc, ça veut dire que le fibrome, il peut avoir au moins près de 14 symptômes. D'accord, d'accord. Et d'une femme à une autre, les symptômes seront différents. Il en a cité pas mal, et surtout ce qui est impactant, c'est tout ce qui concerne en fait la sexualité, l'infertilité aussi. On en parle peu. Exactement. Le deuil périnatal, les fausses couches. En fait, mais là, en fait, la façon dont la vidéo a été faite était très alarmiste. Mais ce que moi, s'il y a quelque chose que les femmes qui nous écoutent doivent retenir,
peu importe leur problématique féminine, leur maladie gynécologique féminine, il y a de l'espoir. Et que c'est vraiment au cas par cas. Par exemple, choisir la chirurgie, ça demande de la réflexion, surtout l'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est le fait d'enlever l'utérus. Donc, c'est 75 000 cas par an en France. Et en fait, c'est la première cause, en fait, le fibrome utérin est la première cause d'hystérectomie. En France. Écoute bien, en France, mais aussi dans le monde. D'accord. Et pourtant, le fibrome utérin reste sous-estimé. Sous-estimé, mal documenté, et puis pas forcément beaucoup de sensibilisation autour de ça. Tout à fait. Pas beaucoup. Mais ça vient aussi des médecins, des professionnels de santé qui s'y intéressent pas beaucoup aussi. Parce qu'il faut avoir une volonté de s'y intéresser parce que c'est une partie de leur cursus, mais vraiment très minime. Et donc, en fait, s'ils veulent s'y intéresser, ils doivent faire leurs propres recherches parce que ça ne fait pas partie du... Voilà, c'est vraiment un petit morceau de leur cursus. Au terme de la vidéo, tu disais que... Il a donné des solutions très médicales, mais qu'il n'a pas forcément balayé tout le paramédical, tout ce qui peut être fait autour. Qu'est-ce qui existe, à part le suivi du médecin, pour une femme qui a un fibrome utérin en Martinique? Eh bien, il y a tout ce qui est solution naturelle. Donc, solution naturelle, le premier pilier sur lequel travailler, c'est l'alimentation. Pourquoi? C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Le fibrome utérin, le premier facteur est lié à un déséquilibre hormonal. Entre les hormones féminines, œstrogène, progestérone. Donc, c'est souvent lié à un excès d'œstrogène. Et donc, en fait, à travers l'alimentation, on peut déjà rééquilibrer les hormones. Et puis, il y a aussi les plantes, la micronutrition, tout ce qui est complément alimentaire. Donc, en fait, on peut déjà faire quelque chose avec les choses qu'on a à portée de main. Tu vois, rimette rasier, voilà. Eh bien, c'est vrai qu'on a un peu perdu ça. Mais si on s'y intéresse, les plantes peuvent être un vrai soutien. Alors, je profite de ton intervention pour répondre à une auditrice, la langue est difficile, une téléspectatrice, enfin, voilà, qui m'a envoyé un message en me disant, mais pourquoi une naturopathe et pourquoi pas un gynécologue en tant qu'invité? Et c'est vrai que c'était aussi intéressant de te recevoir toi en qualité de naturopathe parce qu'on a à chaque fois des solutions ponctuelles, médicales, mais pas forcément d'accompagnement dans le quotidien. Et j'ai trouvé que ça aurait été bien d'avoir les conseils d'une naturopathe. Et puis, il y a aussi cette réalité de la difficulté de la prise en charge de la santé publique en Martinique en ce moment. Pour avoir un rendez-vous chez le gynéco, c'est la croix et la bannière. Et du coup, la question qui me vient, c'est toi, comment tu accompagnes les femmes atteintes de maladies utérines? Est-ce que c'est en concertation avec le médecin? Est-ce que tu peux le faire avant qu'elles aient le rendez-vous chez le médecin? Comment ça se passe? Eh bien, déjà, moi, j'aime bien, en fait, quand les femmes viennent me voir, qu'elles aient déjà un diagnostic. Parce que moi, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic et ça me permet, en fait, de savoir, par exemple, dans le cas des fibromes, en fonction de où ça sera localisé, ce ne sera pas forcément les mêmes symptômes. Donc, j'aime bien savoir de quoi il s'agit exactement. La taille du fibrome, combien elle en a, où c'est situé dans l'utérus. Ça, je trouve que c'est une information primordiale pour pouvoir l'accompagner au mieux. Ensuite, si elle a un traitement, il n'y a pas de comment te dire ça, il n'y a pas d'inconvénient à ce que moi je l'accompagne. Je ne vais jamais à l'encontre en fait de ce qui a été proposé par le médecin. C'est-à-dire que si elle a un suivi déjà par un médecin, un gynécologue, peu importe, je ne vais jamais dire à une cliente d'arrêter son traitement. Jamais. Elle peut très bien prendre le traitement en même temps que des solutions naturelles. C'est compatible en tout cas. Exactement. Les deux sont complémentaires. Il faut savoir qu'en fait, en faisant attention, en améliorant son hygiène de vie, ça peut déjà avoir un impact positif sur les symptômes et sur le fait que les fibromes utérins vont moins se développer. On parle beaucoup d'alimentation anti-inflammatoire. Est-ce que c'est ce à quoi tu fais référence? Tout à fait, oui. Alimentation anti-inflammatoire. En fait, manger le plus sainement possible, c'est-à-dire manger des aliments bruts, locaux, cuisiner soi-même aussi, savoir ce qu'on mange, et puis privilégier plutôt la qualité que la quantité, même si on sait que les sols sont pollués, même si on sait que les aliments ont de moins en moins de nutriments, mais c'est notre premier carburant.
Alors, tu me tends la perche en parlant des sols pollués. Tout à l'heure, tu disais que le fibrome utérin, c'est une maladie qui est liée au dérèglement des hormones. Oui. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à cette histoire de chlordécone? Est-ce qu'on est plus touché encore que d'autres territoires afro-descendants? Comment ça se passe en Martinique par rapport à ça? Est-ce que c'est pris en compte dans les démarches autour de du chlordécone? Je n'en suis pas si sûre, mais ta question est excellente parce qu'effectivement, le chlordécone est un perturbateur endocrinien. Donc, ça veut dire qu'il va venir perturber les hormones déséquilibrées. Et donc, effectivement, on a une prévalence parce qu'on vit justement sur des sols qui sont davantage pollués qu'ailleurs. Parce que le chlordécone, c'est des siècles et des siècles de pollution. Okay. Mais on va pas arrêter de vivre parce que le sol est pollué. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on est obligé de se nourrir, mais c'est vrai que c'est un facteur de risque qu'on vive sur des îles où le chlordécone a été... Voilà. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire auprès des petites filles? Donc, puisque justement on a cette problématique du chlordécone, des sols pollués, on sait que c'est un perturbateur endocrinien, on sait que les fibromes ont un lien avec, on voit bien aussi qu'il y en a de plus en plus, en tout cas que c'est de plus en plus connu. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire, les mamans qui nous écoutent, ou même les papas, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire auprès des petites filles? Comment accompagner ces petites filles-là? Est-ce que il faudrait aller un peu plus tôt chez le gynéco? Comment ça se passe? Eh bien, moi, je dirais qu'en fait, déjà par la parole. C'est-à-dire, déjà, être à l'écoute. Lorsque la petite fille dit que j'ai mal ou que j'ai ci, ne pas la culpabiliser. Être dans la compréhension, prendre son temps pour l'écouter. Et puis, je pense que le fait d'expliquer, voilà, tu as mal parce que tu as telle chose. Et pourquoi pas, commencer à la sensibiliser sur la façon dont elle vit, c'est-à-dire son hygiène de vie de manière générale, son alimentation. Parce que je rencontre parfois des mamans qui viennent me voir avec leurs adolescentes. Mes adolescentes mangent beaucoup de produits de fast-food, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'elles n'ont pas encore cette prise de conscience que déjà la façon dont elles s'alimentent a déjà un impact sur leur utérus. Et c'est pas toujours évident. Et c'est souvent une démarche de leur maman parce qu'elles ont autour de 15 ans, 16 ans. Donc, c'est une démarche de leur maman parce que les mamans se sentent démunies, elles voient qu'elles sont livrées elles-mêmes et elles viennent me voir pour que je donne des solutions, mais souvent, c'est plutôt la maman qui va faire l'effort de préparer telle ou telle chose ou qui va acheter les plantes. Et je trouve que parfois, les adolescentes sont un peu en retrait. C'est pas toutes, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Donc, le fait de discuter déjà dès le plus jeune âge, dès les premières règles, de pas culpabiliser, d'être dans la bienveillance, dans l'écoute. Pour moi, il n'y a pas besoin d'aller très tôt. En fait, c'est vraiment si les symptômes sont vraiment douloureux, handicapants que moi, je trouve que c'est nécessaire. Mais la problématique, lorsque les jeunes filles, les petites filles, on les emmène chez le gynécologue ou le médecin, le plus souvent, on leur propose déjà la pilule. Et c'est déjà trop tôt. La pilule, en fait, surtout la pilule contraceptive qu'on propose, c'est un moyen de contraception. Donc, donner la pilule contraceptive à des filles qui n'ont pas d'activité sexuelle, pour moi, c'est un non-sens. C'est ça. Et d'ailleurs, ça part de mon histoire. Pourquoi j'ai voulu aider les femmes, c'est que moi aussi, j'ai eu des difficultés aussi avec mon utérus. Et à l'âge de 16 ans, on m'a prescrit la pilule. Et si j'avais su qu'il y avait d'autres alternatives, surtout naturelles, je l'aurais pas prise parce qu'en fait, je l'ai prise pendant des années. Ça a juste masqué en fait ma problématique. Et au moment où j'ai voulu avoir mon premier enfant, c'est là où j'ai vu que le problème c'était juste un pansement. La pilule était un pansement. Exact. Et que ça a été un petit peu compliqué pour moi pour mon premier enfant. Tu renforces l'idée qu'il est important d'aller voir un naturopathe parce qu'aujourd'hui, alors je le dis en connaissance de cause, histoire partagée puisque je suis moi-même atteinte d'endométriose. D'accord. Et j'ai eu mes premières règles à l'âge de 10 ans. Donc, j'ai quand même souffert jusqu'à mes 28 ans avant qu'on ne pose le diagnostic. Donc, 18 ans de souffrance, 18 ans de règles douloureuses, etc. Et la seule solution qui m'a été proposée, ça a été la pilule. Sauf que la pilule, effectivement, c'est un moyen de contraception. Et puis, ça a aussi des effets sur le dérèglement hormonal, sur la prise de poids, sur tous ces autres aspects-là. Et aujourd'hui, on cherche une vraie réponse. Quelle autre solution que la pilule? Quelle autre solution pour permettre à une femme d'aller mieux ou de vivre sa période de règles différemment
que comme on le vit actuellement, quoi. Tout à fait. C'est vrai que les maladies gynécologiques sont souvent complexes. L'endométriose, le fibrome utérin. Je voulais rajouter par rapport aux filles, c'est leur apprendre, en fait. Il y a des livres spécialisés maintenant sur justement comment fonctionne le corps de la femme, le cycle menstruel. Déjà, les sensibiliser sur ça, j'ai oublié de le dire, c'est super important qu'elles comprennent comment leur corps fonctionne. C'est ça. Et qu'elles sachent qu'en fait, nous les femmes, en fait, notre corps fonctionne de façon à avoir un enfant. Et avoir déjà une bonne fertilité, ce n'est pas forcément un signe. En fait, ça permet d'alerter, en fait. Avoir une bonne fertilité permet d'alerter si on va bien ou si on ne va pas bien. C'est pas forcément pour avoir un enfant. Donc déjà, tu vois, cette croyance fertilité égale bébé, non. Ça, voilà. Fertilité, c'est aussi un gage de bonne santé. D'accord, ok. Donc ça, ben, tu vois, je découvre. Je ne savais pas du tout que une personne qui avait un souci de fertilité pouvait être en mauvaise santé. Et du coup, ça lève le voile sur un aspect. C'est toutes ces personnes qui veulent, par exemple, avoir recours à l'ablation de l'utérus pour soulager le problème du fibrome, mais qui ne réalisent pas forcément que l'ablation de l'utérus peut avoir des conséquences autres que sur la fertilité, en fait, la capacité à procréer. Tout à fait. C'est ça. Bah déjà, c'est un choix radical. Mais on oublie l'impact psychologique et émotionnel que peut avoir le retrait de l'utérus. Faut pas oublier que c'est le symbole de la féminité, de la création. Et donc, c'est comme si on est dépossédé, en fait, de quelque chose. Même chez la femme qui veut et qui en est consciente? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce suivi avant l'opération et après l'opération au niveau psychologique. Parce que la femme, elle veut un soulagement. Elle a plus ou moins tout essayé. Et on lui propose l'hystérectomie. On lui dit que voilà, vous enlevez votre utérus et ça règle tous vos problèmes. Pour elle, c'est la solution parfaite, mais on oublie les retentissements en fait psychologiques. Et il faut savoir qu'on peut aussi, même en enlevant l'utérus, avoir des inconvénients. Et ça, on n'en parle pas suffisamment, comme on peut être en ménopause artificielle, c'est-à-dire avoir les effets de la ménopause, alors qu'on n'est pas du tout dans la période. On peut avoir aussi des problèmes cardiovasculaires. On peut avoir tout type en fait d'effets secondaires dont on ne parle pas lorsqu'on retire l'utérus. On peut avoir aussi des complications post-opératoires. Ça reste une opération assez lourde. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère, c'est vraiment prendre le temps de la réflexion. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas d'accompagnement psychologique proposé aux personnes qui souhaitent, qui ont pris la décision, aux femmes qui ont pris la décision de se faire enlever l'utérus. C'est vraiment dommage. Je reviens avec toi sur la question du tabou. Oui. Toi qui justement accompagne les femmes, qui a eu tous ces échanges avec elles, etc., qu'est-ce qui, mis à part l'injonction sociale et culturelle qui est « tu dois être forte, tu dois », mis à part ça, qu'est-ce qui fait qu'elles cachent leurs problèmes justement, les douleurs pelviennes, que ce soit à cause du fibrome, de l'endométriose, de l'adénomiose? Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ce tabou-là aujourd'hui, alors qu'on en parle de plus en plus? Mais Natilo, il y a le fait d'avoir honte de dire qu'on a mal, qu'on est tout le temps en souffrance. Il y a le regard de l'autre où on se dit, mais en fait, cette fille, cette femme, elle est tout le temps malade. Il y a les préjugés. Elle n'est pas comprise, même dans sa famille. Mais tu as toujours un problème, je ne comprends pas. Tu es la fille la plus malade du monde. Quand tu entends ce genre de choses, tu crois que tu as envie d'aller te confier? Oui, c'est vrai. Ça te rebute. C'est vrai. Et donc, en fait, elle se renferme, elle s'isole. C'est vrai. Et elle rentre dans une certaine dépression, anxiété. Et il y a aussi le fait que même le corps médical, qui est censé être à l'écoute, ne l'est pas. Donc, en fait, elle ne trouve pas en fait l'espace pour pouvoir déposer, pour pouvoir s'exprimer. Et puis normaliser son cas. Oui. Voilà, reconnaître qu'il s'agit d'une vraie maladie qui peut être prise en charge, qui peut être prise en charge par les mêmes dispositifs qu'on le ferait pour un cancer. Tout à fait. Alors, j'aime bien comparer les maladies pelviennes au cancer. Tu disais tout à l'heure que le fibrome est une tumeur non cancéreuse. Oui.
Pour l'endométriose, on lui a donné un petit nom, on l'a appelé le cancer blanc pour dire que bon, il agit comme un cancer puisqu'il y a des cellules qui se déplacent vers les autres organes, mais que ce n'est pas cancéreux. Donc, on lui a donné un joli petit nom, le cancer blanc. Mais en réalité, il faudrait vraiment qu'on reconnaisse un peu plus l'ampleur de ces maladies-là pour permettre aux femmes qui en sont atteintes de sortir du déni. Je vais le dire comme ça. Alors, je vais partager ma petite expérience. Donc, effectivement, atteinte d'endométriose. Bon, moi, les téléspectateurs le savent, je suis peu pudique, donc je parle. Et puis, de toute façon, c'est le propre de Méli-Mélo que d'échanger avec vous en toute transparence. Donc, je le fais volontiers. Mais c'est vrai que dans ma vie professionnelle, ce n'est pas quelque chose que je dis en rencontrant un nouveau client ou un nouveau partenaire ou un nouveau collaborateur. Je n'en parle pas plus que ça. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où on est très fatigué, on est très souffrant. Je sais pas, et puis ça peut aller aujourd'hui, c'est des nausées. Demain, ça peut être mal au genou. Après, ça peut être mal à la tête. Plein de petits symptômes très différents et on vit dans cette espèce de déni où bon, c'est pas pris au sérieux. Tu as mal à la tête, prends un Doliprane. Tu as la nausée, prends un peu de coca et ça va passer. Et puis, c'est toujours des petites solutions comme ça. Et on a l'impression, à force d'en parler, de tomber dans une espèce de posture de drama queen. La fille qui, elle a toujours un problème. Voilà. Lundi, elle a pas pu venir parce que voilà, mardi, ceci et cela. Et c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Et ce qui m'a permis de commencer à sortir du déni, alors j'espère qu'elle se reconnaîtra, je lui adresse toute ma reconnaissance. C'est une bénéficiaire que j'ai accompagnée et qui est atteinte d'endométriose. Sauf que elle a le statut de travailleur en situation le statut de la reconnaissance du travailleur en situation de handicap, donc la RQTH. Et donc elle a cette reconnaissance-là et ça lui permet d'avoir des aménagements à son travail, ça lui permet aussi d'être considéré, que sa maladie soit considérée. Sauf que quand moi je rencontre cette dame, j'ai face à moi un canon de beauté. Elle est magnifique, elle est jolie, elle est coquette, elle s'exprime super bien, elle a plein de projets, elle est dynamique, etc. Et là, je réalise qu'en fait, être malade, ou en tout cas être souffrante, avoir un utérus abîmé, malade, ne fait pas de nous une femme faible ou une femme et qu'il fallait que je puisse accepter, rentrer, sortir du déni, accepter que j'ai cette pathologie-là et qu'il faut que je me fasse accompagner, il faut que je me fasse suivre comme le ferait quelqu'un qui a un cancer du sein ou qui a un cancer du bras ou peu importe quoi. Et c'est vrai que sortir, lever les tabous, ça permet, je reprends ton mot et tu nous en diras plus, de rentrer justement dans cette puissance du féminin. Oui, tout à fait. Mais il y a cette question de vulnérabilité aussi. On ne veut pas montrer que, voilà, on est en souffrance par rapport, justement, comme je disais, au regard des autres. Souvent, ce qui nous freine, c'est le regard des autres, que ce soit au niveau privé, mais au niveau professionnel. Et le fait d'avoir cette reconnaissance de travailleurs handicapés, mais ça change la donne. Parce qu'on est prise au sérieux. On dit, voilà, c'est que ce n'est pas une blague. Je ne fais pas la comédie, c'est vraiment réel. Et en fait, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que je ne suis pas en souffrance. C'est ça la problématique. C'est que en fait, ce sont des handicaps invisibles et en fait, ben, les gens ont du mal à nous croire. Les gens ont du mal à comprendre parce que il faut le vivre. C'est ça. Pour comprendre. Et même en le vivant, d'une femme à une autre, comme je l'ai dit, ce sera différent. Donc, en fait, il y a aussi ce jugement. Le jugement de l'autre qui fait que ces femmes sont en retrait et que c'est un sujet tabou. C'est vrai, c'est pas entre copines. Est-ce que c'est le genre de question, le genre de discussion qu'on va aborder? Oui, j'ai mal et tout ça. Non, justement, lorsqu'on on va vouloir sortir, eh bien, on va dire, ben non, je peux pas, tout simplement. Exact. Et on va pas donner dire que c'est parce que encore une fois, j'ai mal ou j'ai des règles abondantes et je suis dans une souffrance, mais je veux pas le dire. Je veux dire que je peux pas. Qui sont fatiguées, les femmes qui peuvent pas forcément mettre de talons quand toutes les copines sont perchées sur 10 cm, les femmes qui peuvent pas mettre le petit jean un peu près du corps qui va être révélateur pour telle soirée parce que le moindre contact avec le tissu c'est de la douleur. Voilà, il y a tout ça effectivement où on n'est pas forcément dans ce regard encore une fois suffisamment bienveillant, suffisamment à l'écoute. Voilà, et qui ne permet pas de pouvoir s'exprimer. Exactement, c'est que moi je pense qu'il n'y a pas l'espace sécurisant pour pouvoir être rassurées en fait. Elles ont besoin d'être rassurées ces femmes. Elles ont besoin d'avoir des personnes
impactant des personnes qui sont positives. C'est ça. Pour justement élever leur mindset. Parce qu'elles sont déjà très bas. Donc si en plus tu viens lui casser du sucre sur le dos, ça ne l'aide pas. Et je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'il y a aussi, on n'en prend pas compte, mais l'aspect physique. C'est-à-dire, par exemple, lorsque on a un gros fibrome, eh bien, quand quelqu'un vient nous voir, on a l'impression, certaines femmes peuvent paraître être enceintes. C'est ça. De 3 à 5 mois, puis on dit « Ah, mais tu es enceinte !» Ben non, je suis pas enceinte. Mais pourquoi ton ventre est gros? Donc en fait, elles sont un peu gênées, un peu. Ça crée des situations très malaisantes. Et pareil pour l'endométriose, l'endobélie, quand le ventre gonfle comme ça. Exact. Ben c'est très gênant. On peut pas attacher son pantalon ou on a du mal à se baisser pour attacher ses chaussures, etc. Et pour la compréhension des spectateurs, là où moi ça m'a vraiment frappé, c'est l'endobélie, c'est ça? L'endobélie, oui. Voilà, l'endobélie dont tu parles, c'est qu'on a les mêmes symptômes que quand on est enceinte. C'est-à-dire que quand on est enceinte et que le ventre prend du volume, la circulation se fait moins bien et on a des douleurs aux adducteurs, des douleurs, de manière assez surprenante, on a des symptômes comme ça aussi et c'est vraiment, vraiment, vraiment très déstabilisant. Oui. Aussi bien pour la personne qui le vit que pour les personnes qui regardent et qui voient. Et qui voient et qui ne comprennent pas pourquoi elle a l'air d'être enceinte, mais elle ne l'est pas réellement. C'est ça. Et puis, il y a aussi, on n'en a pas parlé, la cause émotionnelle. Parce que justement, le fibrome, c'est aussi une manière de dire, c'est en lien avec la maternité. Donc, le fait d'avoir, en fait, le ventre gonflé, comme si on était enceinte, mais on ne l'est pas, tu penses bien que psychologiquement, c'est pesant pour une femme qui a un désir de grossesse. C'est vrai. Donc, il y a aussi, moi, je vais beaucoup plus loin. Je reste pas juste à la surface. On parlait pourquoi aller voir une naturopathe. Oui. Parce que je vais aller voir le terrain. Je vais aller voir la racine, les causes. Alors que la médecine conventionnelle, elle reste... elle traite les symptômes. Elle reste à la surface. Donc, on va te donner la pilule, des traitements hormonaux pour juste masquer, arrêter les symptômes pour que tu retrouves un soulagement. Mais on va pas aller regarder, mais qu'est-ce qui crée en fait ce déséquilibre dans ta manière de vivre? Est-ce que tu as un niveau de stress très élevé au niveau du travail, ton alimentation? Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? Est-ce que tu prends du temps pour toi? Donc, ce sont toutes ces petites choses, en fait, qui font que moi, je travaille de manière globale. Okay. Je prends la personne, la femme dans sa globalité. Alors, dans son fonctionnement. Chez Méli-Mélo, on fouille, on creuse un petit peu et on sait maintenant qu'il y a aussi des acteurs de la société martiniquaise qui nous regardent. Donc, je profite toujours pour glisser des petits messages lorsque c'est nécessaire. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de médecins généralistes qui ont des spécialités parallèles, donc la naturopathie, ça peut être l'acupuncture, voilà, ce que moi j'appelle la médecine douce à côté, et je vois qu'ils vont vers ces pratiques-là. Est-ce que toi, naturopathes, et tes consoeurs, tes confrères, sont invités à se joindre par le biais de collaboration à la médecine pour accompagner dans la prise en charge du fibrome utérin, par exemple? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui se développe ou au contraire, pas trop? Alors, je vais te dire sincèrement, je trouve qu'il y a encore une réticence des médecins, des professionnels de santé. Okay. Parce que y a cette autorité, ils ont fait plusieurs années d'études, et puis ils disent mais c'est cette personne-là, elle a fait une formation, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Ça se voit par exemple les bilans. On propose des bilans sanguins, et pour tout ce qui est fonctionnel, pour aller justement au-delà aller encore en plus en profondeur. Oui. Ben certains médecins disent ben non, ça je vois pas l'intérêt parce que elle a pas fait médecine, mais en fait moi j'ai fait des formations qui me permettent de conseiller. Après, moi, c'est le médecin qui donne le bilan sanguin. Et donc, on voit déjà la réticence des médecins par rapport à cela. Donc, il y a encore du travail. Il y a certains médecins qui font des efforts. La mentalité change, mais je trouve tout doucement. Ok. Bon, mais c'est vraiment dommage parce qu'effectivement, qu'ils gardent effectivement la pleine légitimité, la pleine autorité, et ça se comprend au vu des sacrées études qu'ils ont dû suivre pour pouvoir arriver là où ils en sont. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas justement cette espèce d'analyse pratique et de croisement des données. C'est vraiment dommage. Et donc ça voudrait dire, est-ce que ça signifie que la femme atteinte de fibrome utérin est un peu
en double suivi ou... Oui, on peut dire ça comme ça, mais il faut dire qu'il n'y a rien ici en Martinique pour les fibromes utérins. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de cellule spéciale pour les fibromes utérins, à ma connaissance, je ne connais pas de médecin spécialisé dans les fibromes utérins. Je connais les médecins spécialisés dans, par exemple, l'endométriose. Il y a une cellule endométriose ici. La cellule FOND. Exactement. Il y a une cellule endométriose à la MFME. Ouais. Donc, il y a quand même une avancée. Et en fait, l'endométriose, justement, est un booster pour les autres maladies féminines. Mais pour le fibrome utérin, à ma connaissance, ici en Martinique, il n'y a rien. Donc, je lance aussi une perche à tous les professionnels de santé qui nous écoutent et à l'ARS. Oui. Pourquoi, justement, le mois dédié au fibrome utérin, il n'y a rien? Tu m'expliques? Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc il y a encore du chemin à parcourir par rapport à cette maladie. C'est le dernier en fait. C'est le dernier. Mais je suis encore plus ravie de te recevoir puisque j'ai face à moi une pionnière et je compte sur toi pour continuer à lutter contre ça. Tu nous diras un petit peu plus lors de notre bon plan puisque tu as tout un programme que tu réserves aux femmes pour le mois de juin. Et c'est très bien. Je souhaite vraiment qu'on trouve des solutions parce que j'ai reçu des messages de femmes qui me disent moi j'ai un fibrome. Je crois, tellement c'est banalisé, je crois que dans la prise en charge de mon endométriose, je crois que j'ai un fibrome aussi. Mais je suis pas plus informée que ça. Pourtant, j'ai quand même passé des IRM, on m'a parlé effectivement de tout ce que j'avais. Il me semble qu'il y a un fibrome dans l'histoire, mais je ne suis pas plus que ça. Tu n'en sais pas plus. Voilà. C'est vrai qu'on peut avoir les deux. On peut avoir fibrome, endométriose et on peut avoir aussi le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Pourquoi? Parce que tout ça est lié à un déséquilibre hormonal. Ok. Majeur. Donc tout ça, c'est un peu sensiblement les mêmes maladies avec des manifestations différentes. Exactement. Et il y en a beaucoup plus, parce que en fait, notre façon de fonctionner est très stressante. La façon de nous nourrir a beaucoup évolué. Donc, il y aura de plus en plus de maladies, justement, gynécologiques. D'accord. Malheureusement. Donc, on peut s'attendre à une augmentation. Tout à fait. Ok. Donc, il y a vraiment un problème. J'avais cette question de me dire... Est-ce que c'est quelque chose de nouveau par rapport à notre société? Est-ce que ça a toujours existé, ce fibrome? Comment ça évolue vraiment dans la société? Et là, tu me dis que ça va de mal en pire, quoi? Tout à fait. Alors, pour moi, ça a toujours existé. Je pense qu'en fait, il n'y avait pas le terme. Il n'y avait pas le diagnostic posé, puisque tu sais, avant, les femmes n'allaient pas forcément chez le médecin. C'était pas aussi développé que maintenant. Elles faisaient beaucoup d'enfants. Et donc, ça permettait justement, le fait de faire beaucoup d'enfants, d'atténuer les symptômes. Mais pour moi, les fibromes utérins, que ce soit l'endométriose, ça existe depuis un moment. Et on disait que les femmes étaient hystériques parce qu'on ne savait pas poser le bon diagnostic. C'est vrai. Mais pour moi, ce sont des maladies qui existent depuis longtemps. Sauf que notre manière de fonctionner, on est devenu très sédentaire, fait que notre hygiène de vie fait que ça va en croissance. Ça va se développer de plus en plus, malheureusement. C'est ça. Bon, écoute, on a fait le tour sur la plupart des questions, mais on a encore les questions des abonnés qui vont venir creuser un petit peu. Avant qu'on les aborde, c'est l'occasion pour moi de rappeler à nos téléspectateurs de me suivre sur la chaîne WhatsApp de Mélie Mélo. Donc, vous avez maintenant le numéro 06 96 08 53 54. Et comme d'habitude, sur la page Instagram, donc meliemelo.fwi. Et puis, pour les fidèles, vous avez vu, je tente une petite apparition sur TikTok. Bon, faut me laisser le temps, Je suis en train de m'échauffer, de bien maîtriser la plateforme. Et vous aurez aussi des extraits pour les TikTokers. Voilà, donc on va... Natilo, oui. Tu n'es pas seule parce que je suis toute nouvelle sur TikTok. Ah bon, super. Parce qu'on m'a invité à faire un live. J'ai saisi l'opportunité puisque c'était l'occasion de parler du fibrome utérin. Donc, dès qu'on m'en donne l'occasion, je la saisis. Pourquoi pas? Tu seras la bonne personne pour m'aider à m'y mettre au niveau du live. Si tu veux, on pourra faire un live. Oui. Pour continuer autour de la question du fibrome. Je crois que plus l'information passe, et c'est ce que je dis aussi aux abonnés, n'hésitez pas à partager. C'est un travail qui est militant. Alors, j'ai entendu dans l'un de tes podcasts que tu n'es pas forcément militante, mais moi j'appelle ça un travail militant parce qu'en réalité, ce qu'on fait là, on le fait pour l'avancée de notre société, on le fait pour les enfants qui viennent derrière, on le fait pour les familles, on le fait
pour moi, ce travail d'information et de sensibilisation, non pas que je n'en tire pas profit, mais en réalité, c'est tous ceux qui viennent derrière, tous ceux qui auront, après avoir vu l'émission, bon, tiens, tu m'as dit que tu as mal au ventre. Plutôt que de te dire, va te reposer, peut-être que je peux te faire un jus de concombre. Peut-être que je peux, je sais pas moi, j'avais l'habitude de planter du gingembre, mais je vais planter du curcuma parce que ma fille a souvent mal et il paraît que, ou, tiens, j'ai proposé à ma fille de voir tous les spécialistes qui existent. Je n'ai jamais emmené chez un naturopathe. Peut-être que ça va changer les choses. Je crois que c'est un vrai travail d'amélioration de la société martiniquaise en général. Et donc, oui, je suis pas entente. J'aimais pas trop TikTok, mais là, je suis pas entente. Moi aussi, j'aimais pas trop, mais bon, je m'y mets. Voilà. Si on peut, en tout cas, utiliser cette plateforme pour faire avancer les choses, je suis pas entente. Tout à fait, moi aussi. Alors, donc, vous restez connectés. Je vous informerai sur la page WhatsApp quand on fera le live TikTok. Donc, restez connectés. Alors, je récupère les questions. Tac, tac, tac. Alors... Je peux rajouter quelque chose en attendant que tu recherches les questions, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tous les facteurs en fait qui favorisent le développement des fibromes utérins parce que ce serait trop long. Oui. Mais tu peux nous en dire quelques-uns. Oui, alors il y a la génétique, c'est-à-dire qu'on a remarqué que une femme qui a des fibromes utérins, sa fille qui a une fille, elle aura de fortes chances d'en développer. D'accord. Et en fait, c'est bien de regarder dans sa lignée maternelle, que ce soit du côté papa ou du côté maman, qui, dans les femmes, ont eu des problématiques au niveau de l'utérus. Donc, ça peut être des fibromes, ça peut être l'endométriose, ça peut être des règles abondantes, peu importe. Ça, c'est important. Il y a ce côté génétique. Après, il y a l'ethnie. Comme j'ai expliqué, les femmes afrodescendantes ont plus de chances de développer des fibromes au cours de leur vie, surtout symptomatiques. Il y a aussi, par exemple, l'environnement, la façon de se nourrir, le niveau de stress, le diabète, l'hypertension. En fait, tout un tas de facteurs. Il y a des facteurs hormonaux, il y a des facteurs environnementaux, des facteurs personnels. Donc, en fait, même un trauma aussi peut créer, en fait, on peut avoir un fibrome asymptomatique. Il suffit qu'on ait un choc émotionnel ou qu'on ait un trauma non résolu, eh bien, le fibrome peut se développer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sera dans un terrain inflammatoire. C'est ça. Et donc, voilà, du jour au lendemain, on peut avoir des... Comme le cancer. Oui, voilà, tout à fait. Cancer. Est-ce que... Alors, j'ai une question. Est-ce que quand c'est héréditaire, finalement? Oui, en quelque sorte, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen, justement, d'arrêter cette hérédité? Est-ce qu'il y a un moyen d'anticiper et de se dire, bon, mais tiens, ma mère a eu des fibromes, j'ai des fibromes, moi, maintenant, j'ai une petite fille, qu'est-ce que je peux faire pour que les fibromes ne se développent pas du tout chez elle? Faire de la prévention, c'est-à-dire faire en sorte à ne pas avoir un terrain inflammatoire, tout simplement. Et donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, l'alimentation, les plantes, etc., utiliser les outils, le maximum naturel, justement, pour éviter le développement des fibromes utérins. Mais aussi, aller encore plus loin, aller voir la cause émotionnelle. Qu'est-ce qui fait que dans la famille, eh bien, on a toutes des problématiques au niveau de l'utérus? Ça peut être, j'ai cité des maladies gynécologiques, mais ça peut être fausse couche, ça peut être l'interruption volontaire de grossesse. Donc, ça peut être aussi des viols. C'est vrai. Que la personne elle-même a subi ou sa lignée. C'est ça. Ça part de très loin. Et là, je parlais d'épigénétique, le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on porte en fait les bagages de nos ancêtres. Exactement. Et l'utérus imprime tout ce qui s'est passé. C'est ça. Notre corps, de manière générale, enregistre tout, imprime tout, mais l'utérus particulièrement va tout enregistrer. Toute la lignée maternelle va être enregistrée dans notre utérus. Ça revient à ce que je disais quand je disais qu'il fallait créer ce lien d'amitié avec ses enfants. Oui. C'est ce qu'on disait le mois dernier. Je disais, il faut vraiment créer ce lien d'amitié. Il faut vraiment être capable de parler à ses enfants. Je répète, pour ceux qui entendent le propos pour la première fois, créer un lien d'amitié avec son enfant, c'est pas chambé moi, c'est camarade moi. C'est pas mon enfant, c'est et puis mon café les 400 coups, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut qu'il y ait quand même ce lien de confiance et de confidence amicale. Tout à fait. Qui permet justement d'éviter les transmissions transgénérationnelles. Je sais que pour les cartésiens, ça paraît oui, un peu abstrait. Un peu abstrait, voire lunaire pour certains, mais
c'est tellement réel que je n'ai pas peur de le répéter. Ça se transmet. On se transmet des charges émotionnelles, on se transmet des bagages, des histoires, des traumatismes, etc. Et pouvoir en parler avec son enfant, c'est pouvoir lui expliquer pourquoi, ben tu sais, on va éviter telle chose. Ça permet aussi de préparer la personne. Alors quand je dis la personne, c'est-à-dire pas juste l'enfant, mais l'enfant dans sa qualité de personne à la vie et à ce que la vie va lui proposer. Ça permet de d'éveiller sa conscience. Exactement, et sa conscience d'elle-même, de ses réalités. Je vais prendre un exemple. Tu sais, quand tu parles des terrains favorables aux maladies, tu as énoncé plusieurs maladies, mais tu n'as pas forcément parlé d'obésité. Oui, ça en fait partie. Oui, dans les facteurs, oui. C'est ça. Et moi, je suis issue de famille à forte corpulence et très tôt dans ma vie, mes parents m'ont dit, bon ben voilà, tu sais, chez nous, on est comme ci, on est comme ça, ça va comme ci, ça va comme ça. Et très tôt, j'ai été invitée à prendre en compte cet aspect de ma réalité. Et souvent, alors je le dis comme ça, je fais un parallèle, ma réalité, tout est lié. Les gens me disaient, ah oui, pour une fille comme toi, tu as de l'assurance. Et pour une fille comme toi, bon, mis à part le fait que ce soit complètement ridicule de me dire pour une fille comme moi, parce qu'une fille comme moi, ça veut dire quoi? C'est une fille comme moi. Mais je veux dire, le fait d'avoir reçu, en fait, toutes ces informations-là, ça a fait que j'ai pu m'approprier ma silhouette, m'approprier le fait d'être grande, d'être corpulente, etc., pour pouvoir finalement vivre avec les composantes de ma réalité, en fait. Et de ne pas être en conflit avec ton corps. Parce que c'est souvent ça, en fait. Elles se combattent elles-mêmes, en fait. C'est ça. Elles sont en conflit avec elles-mêmes. C'est ça. Alors, c'est pas toujours gagné. Il y a des fois où je me dis, bon, vive les horreurs de la guerre. Mais enfin, globalement, tu t'assumes totalement, tu assumes ta silhouette. Exactement. Parce qu'en fait, le corps, pour qu'il nous donne du love, il faut le lui donner. Exactement. Donc, c'est pour ça, moi aussi, je suis dans ce message-là de transmettre que, en fait, ok, ton corps, ton utérus te fait souffrir. Mais c'est pas en restant là à le combattre, à être dans la victimisation que ça va arranger les choses. Ou dans la colère aussi. De la réalité. Dans l'injustice aussi. Il y a toutes sortes d'émotions inconfortables qui peuvent venir. Parce que c'est vrai que pas quand facile. On souffre atrocement, on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi moi? Pourquoi pas? Voilà, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et ça va jusqu'aux idées noires, jusqu'aux idées suicidaires, donc ça va très loin. Exactement. C'est pour ça un accompagnement avec un thérapeute n'est pas négligeable. C'est ça. Donc voilà, avant d'entamer les questions, je vous le répète, soyez proches de vos enfants, n'hésitez pas à leur partager votre histoire, alors pas forcément vos petits secrets que vous estimez ne pas être intéressants pour eux, mais en tout cas, votre patrimoine, ça ne se transmet pas seulement par la génétique, ça se transmet aussi par l'échange, par l'écoute, et comme tu disais, par la prévention. Tout à fait. Attention, dans notre famille, il y a beaucoup de cancers du sein. Donc, nous, on va commencer un peu plus tôt que ce que les médecins prévoient. Nous, il y a beaucoup de fibromes, donc nous, on va faire attention à ça. On va éviter ça parce que tu risques. Et ça permet à l'enfant qui accueille cette situation-là et ce patrimoine génétique de prendre les devants et de mieux vivre et de mieux rentrer dans sa puissance. Tout à fait. Du féminin. Les parents, je dirais, ont un devoir de transmission. Alors, première question. On a Soraya qui dit « J'ai 26 ans et je ne veux pas d'enfant. Je ne sais même pas si c'est un choix, je sais juste que je n'en veux pas. Mais par-dessus tout, je souffre affreusement de fibromes depuis plusieurs années maintenant. J'ai entendu parler de l'ablation de l'utérus, mais je ne trouve aucun médecin, ne serait-ce qu'à l'écoute lorsque j'en parle. Alors que selon moi, ça pourrait être une vraie solution. Qu'en pensez-vous? » Alors, c'est vrai que c'est une question d'ordre médical. Mais c'est vrai que les médecins ont tendance à refuser l'hystérectomie, l'ablation de l'utérus, lorsque on est jeune et qu'on est dans l'âge de procréer, tout simplement. Et donc, il faut trouver un médecin. Oui, c'est compliqué qu'il le fasse parce que il regarde l'âge et donc à 26 ans, c'est déconseillé. Et voilà, au cas où elle voudrait se rétracter. Oui, tout à fait, voilà, oui. C'est ça. C'est ça, en fait, la réalité. C'est ça. Quand j'ai reçu cette question et au début de l'émission, tu parlais du lien avec
du lien entre le fibrome et justement le fait d'avoir des enfants, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose ici, parce qu'effectivement, il faut aussi qu'on pense à ces femmes qui ne veulent pas forcément être maman. Mais je crois que c'est bien de leur rappeler ce que tu disais tout à l'heure, que l'ablation de l'utérus n'a pas d'effet que sur la fertilité, mais aussi sur la santé en général. Exactement. Voilà, donc il y a des risques aussi, Soraya, sur ton équilibre hormonal, ton équilibre psychique, ton bien-être général. Donc ça peut avoir des conséquences un peu plus lourdes que le simple fait de ne pas avoir d'enfant. Donc c'est vrai que si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te rapprocher de Virginie. Donc plutôt que d'avoir un recours tout de suite. En tout cas, par exemple, comme je disais, l'une des conséquences, ça peut être la ménopause artificielle. Ce serait dommage à 26 ans d'avoir les symptômes d'une femme qui est en ménopause ou en préménopause. Donc, c'est trouver le juste milieu et le pour et le contre et connaître en fait tous les effets secondaires liés à l'ablation de l'utérus. D'accord. Avant de prendre cette décision. Tout à fait, oui. C'est ça. Comme ça, en fait, son choix sera vraiment éclairé. Elle aura toutes les informations et dire, OK, je suis OK. Je connais les risques et j'en assume les conséquences. Mais c'est comme pour tout. Hein. Je dis souvent aux personnes avec qui j'ai la possibilité de discuter, d'essayer vraiment, parce qu'on a tendance à se cantonner au médecin. Oui. Le médecin, point. Mais à côté, il y a l'ostéopathe, on l'a pas encore vu. Oui. Il y a la naturopathe, on l'a pas encore vu. Il y a le thérapeute, on l'a pas encore vu. Il y a le kiné aussi. Il y a le kiné aussi, les kinés qui font en plus qui se spécialisent de plus en plus oui. autour de l'endométriose et des maladies pelviennes. Exactement. Il y a d'autres professionnels de santé qui peuvent intervenir avant de prendre la décision finale. Malheureusement, ce n'est pas pris en charge de la même manière par la sécurité sociale, ni par les mutuelles. Je sais qu'il y a les dernières années, les mutuelles ont quand même fait un effort. Certaines, oui. Mais l'enveloppe reste très réduite par rapport à tous ces soins de support. Il existe à peu près 400 soins de support. Tu vois quand même la palette? Donc, avant peut-être d'aller à une opération radicale, pourquoi pas essayer différents soins? C'est ça, de vérifier en tout cas. Oui. Alors, pour l'ostéopathe, je crois que c'est 2 consultations par an en fonction de la mutuelle. Oui, c'est à peu près ça. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Mais c'est mieux que rien. Mais c'est toujours ça. Au moins une consultation, si c'est possible. Il y a aussi le kinésithérapeute qui... spécialisé dans tout ce qui est santé utérine. Il y en a de plus en plus. Et on peut aller le voir sous couvert d'une ordonnance donnée par le médecin. Donc, tout ça aussi, c'est à vérifier. Et puis, bien sûr, il y a la naturopathe qui accompagne vraiment. Je suis en train de découvrir l'alimentation anti-inflammatoire et vraiment, c'est spectaculaire. Ça change la donne. Oui, c'est impressionnant. J'étais sceptique, mais je vois les effets. Et donc, vraiment, en tout cas, Soraya, je t'invite avant de passer à l'acte, de ne pas hésiter à consulter d'autres professionnels que ton médecin ou ton gynécologue, même si leur avis est très important. C'est simplement qu'on peut le compléter avec des professionnels du médical, mais autour du médical. Ensuite, on a Ticket qui dit « Ça tombe bien, le sujet tombe à pic. Je suis couchée en train de souffrir là, en pleine période de menstru à cause de fibrome. Mon gynécologue est réticent à le retirer, mais ne faudrait-il pas que j'insiste ?» Ah, mais c'est à peu près la même question. Hein. En fait, là, j'entends que ce sont des femmes qui pensent que c'est la solution ultime, enlever l'utérus pour arrêter de souffrir. Alors là, c'est le fibrome qu'elle veut retirer. Ah, le fibrome, voilà. Oui, mais elle parle d'enlever l'utérus. Non, elle parle d'enlever le fibrome. D'accord, pardon. Okay. Et tu reprends, qu'est-ce qu'elle dit son médecin? Elle dit que son gynécologue est réticent à retirer le fibrome. Ah. Voilà. Mais et qu'elle se demande, est-ce qu'il faut qu'elle insiste ou pas? Bah, pareil, ça dépend de son âge, ça dépend où le fibrome est situé, donc localisé. Et après, il faut savoir que, par exemple, la myomectomie, c'est le fait de retirer le fibrome. Il y a plusieurs en fait types d'opérations. Il faut savoir qu'il y a de fortes récidives. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas de changement, de réajustement dans son hygiène de vie, parce que ça règle pas tout. Ok, d'accord. Donc, c'est d'aller voir un autre médecin quand on a un refus. Moi, je dis toujours, lorsqu'on a un refus ou qu'on n'est pas trop d'accord avec le médecin, le gynécologue, le professionnel de santé qu'on a en face, ou qui ne donne pas les informations qui nous semblent nécessaires, il ne faut pas hésiter
À solliciter un contre-avis, ouais. Exactement. C'est ça. Voire 2, voire 3. Pour essayer de trouver la bonne personne. C'est ça. Ou en tout cas, mieux comprendre en fait oui. les risques. Oui. Voilà, et peser le pour et le contre. Tout à fait. C'est oui. ça, c'est ça. Mais elle peut, ça dépend en fait où sont situés ces fibromes. Parce que ça dépend aussi si elle a un désir d'enfant. Ok. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, il faut savoir déjà, mais qu'est-ce que il a refusé, aller voir un autre. Qu'est-ce que l'autre médecin peut lui proposer? Alors, moi, j'ai une question. Oui. Ok, j'ai bien compris que on peut retirer un fibrome. Oui. Ça n'empêche pas que d'autres apparaissent. Oui. Mais est-ce que quand on retire le fibrome, on calme les douleurs? Oui. D'accord. Oui. Alors, je tiens à préciser qu'on enlève les fibromes visibles et les plus handicapants. C'est-à-dire que lors d'une opération, parfois, le médecin va devoir laisser certains fibromes parce qu'ils ne sont pas visibles ou parce qu'ils ne sont pas trop gênants, ou le fait de les retirer, ça va venir blesser l'utérus. D'accord, ok. Donc, ça fera un utérus cicatriciel. Okay. Donc, ça va venir fragiliser, en fait, l'utérus au moment où on voudra, justement, on aura ce désir d'enfant. Okay. C'est pour ça que je dis qu'il y a plein de choses à prendre en compte. D'accord. Donc, peut-être que là où est situé son fibrome, si on en a un seul, sa taille, peut-être que c'est problématique. C'est quelque chose qui grossit le fibrome? Ah oui, tout à fait. D'accord. Okay. Ah oui, oui. En fait, comme j'ai dit, c'est hormonodépendant. Oui. Donc, il va être influencé par le déséquilibre hormonal, surtout l'excès d'œstrogène ou le manque de progestérone. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, il peut grossir, il peut rétrécir, il peut disparaître, il peut se nécroser. Nécroser, c'est qu'il va venir s'assécher. Donc, le fibrome peut disparaître? Oui. Donc, si on le prive de ce qu'il le nourrit, c'est-à-dire le sang et les œstrogènes, oui, tout à fait. D'accord, ok. D'accord. Mais comme il n'y a pas de traitement curatif, okay. C'est pour ça que souvent les médecins ne disent pas qu'on peut guérir du fibrome. D'accord. Donc, en fait, le fibrome, oui, il peut rétrécir, il peut diminuer en volume. Par exemple, les femmes qui arrivent à la ménopause, comme les hormones diminuent, peuvent voir leur fibrome diminuer. Mais pas toutes certaines, même après la ménopause, continuent à vivre. C'est vraiment, encore une fois, au cas par cas. Alors, je vais, ça me fait penser à une parole d'une grande dame, d'une personne âgée, qui pour moi n'est pas adaptée à la société dans laquelle on vit, mais je comprends mieux son discours. En fait, c'est une mamie, une grande dame qui me disait qu'il fallait faire des enfants. Elle me disait, faites des enfants, vos douleurs vont disparaître, et puis faites des enfants, enfin, qu'on était fait pour ça. Oui. Et c'est vrai que moi, j'entendais son discours, je me disais, non, mais c'est presque dangereux de pouvoir dire ça à quelqu'un, mais en t'écoutant, je vois le lien. C'est-à-dire que, en tout cas pour l'endométriose, quand on fait un enfant et qu'on accouche, l'endomètre se refait. Oui. Et donc, du coup, l'endomètre malade est remplacé par un endomètre un peu plus sain, qui peut retomber malade, oui, qui va certainement retomber malade, mais en tout cas... Tu as un soulagement momentané, voilà, ou même durable. Voilà, ça peut être durable ou bien, voilà, exactement. Et donc, faire un enfant, refaire un enfant, ça fait qu'on vit plus longtemps avec un endomètre sain qu'avec un endomètre malade, puisque il est éliminé à chaque fois qu'on accouche. Sauf si, effectivement... les cellules qui ont migré ont déjà migré ailleurs aussi. Voilà, sur le côlon, sur les poumons, enfin, les organes à côté. Et effectivement, au moment où on ne fait plus d'enfants, on n'approche pas loin d'une autre phase qui est la ménopause. Et donc, du coup, effectivement, s'il y avait fibrome, ben, il diminue. S'il y avait endométriose, moins d'hormones, etc. Donc, on a ce petit soulagement. Je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, par exemple, mes grands-parents, mes deux grands-mères, côté papa et côté maman, 9 d'un côté, 12 d'un autre côté. Et donc, en fait, les femmes faisaient des enfants comme ça. Et ça faisait qu'elles n'avaient pas le temps, justement, d'avoir tous ces symptômes. Et il y a encore des médecins qui disent, mais faites des enfants. Oui, mais on ne va pas en faire autant que... Oui, c'est clair que c'est pas adapté forcément à la réalité sociale d'aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je te dis qu'en fait, ces maladies-là existent depuis longtemps. C'est ça. Mais le fait de faire des enfants à répétition faisait qu'elles n'avaient pas toutes ces problématiques et puis elles n'étaient pas sédentaires. Mais c'est quand même intéressant de parler de ça. J'apprécie vraiment parce que ça soulève plein de questions parallèles. Quand on trouve que certaines filles sont trop jeunes, par exemple, pour enfanter, alors que peut-être que c'est le bon moment pour éviter le développement des fibromes.
c'est une question du coup, parce que Oui, je sais qu'on n'a pas beaucoup de chiffres, mais est-ce qu'il n'y aurait pas cette augmentation des fibromes et des douleurs pelviennes, justement parce que les femmes font des enfants de plus en plus tard aussi? C'est une hypothèse. Et d'ailleurs, l'un des facteurs favorisants du fibrome utérin, c'est le fait que les femmes n'ont pas d'enfants. On appelle ça nulliparité. Des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. D'accord. Donc, oui, c'est une hypothèse à vérifier. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'études, de chiffres, mais oui, parce qu'en fait, on fait de plus en plus tardivement des enfants. C'est ça. Et c'est vrai que ça fait des grossesses aussi à risque. C'est ça, exactement. Sur des utérus qui ont eu le temps, entre guillemets, de vieillir, sans être renouvelés par une grossesse. Exactement. Voilà. Puis il y a la qualité ovocitaire, il y a plein de choses, puisque plus on prend de l'âge, plus la qualité, la quantité diminue. C'est ça. Alors, s'il ne s'agit pas d'encourager de jeunes, très jeunes filles à déjà être maman, ce n'est pas du tout ça l'objectif, mais en tout cas, ça nous permet quand même de réviser un peu notre jugement quand, je sais pas moi, une jeune femme de 24 ans, 23 ans annonce une grossesse, qu'on ne soit pas non plus dans une alarme complète. En tout cas, je ne vous dirai pas quoi faire, mais en tout cas, ce sont des informations qui nous permettent un peu d'ouvrir un peu le regard sur les différents avantages et les différents inconvénients de chaque situation. Et là, on découvre bien qu'effectivement, le fait de faire des enfants ou d'en faire moins a des conséquences aussi sur cette santé utérine. Je peux te rajouter que ma maman, elle m'a eu à 22 ans. Ouais. C'est quelque chose qui était courant aussi avant, de faire des enfants plus tôt. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, c'est perçu quand même différemment. Oui, c'est d'abord la carrière et ensuite la famille, fonder une famille. C'est ça. C'est une autre façon de voir les choses. On n'est pas du tout dans le jugement, en fait. Hein. On est dans le questionnement, dans la réflexion. Exactement. Tu fais bien de le dire. Alors, ensuite, on a Bruno qui dit... Ah, un homme. Un homme. Ah, c'est rare. Merci à toi, Bruno. Donc, on a Bruno qui dit « J'entends souvent dire que les règles, c'est normal. Par contre, souffrir quand on a ses règles, ce n'est pas normal. Je suis un homme très curieux, alors j'ai cherché. Sans manquer de respect aux femmes, de ce que j'ai trouvé sur le processus des règles, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas faire mal. Du coup... » T'es sûr que tu veux continuer? Alors, du coup, si une femme a mal pendant ses règles, est-ce que ça veut forcément dire qu'il y a un problème? Ah oui. Oui, parce qu'on peut avoir quelques tiraillements, quelques douleurs légères, mais à souffrir le martyre au point de parfois marcher à quatre pattes, de demander de l'aide à son compagnon pour aller aux toilettes, ou de ne pas pouvoir... faire jouer de son propre autonomie, par exemple. Voilà. Oui, il y a quelque chose à aller explorer. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Et tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Les hommes, parfois, on a parlé du fait que la femme, elle n'ose pas trop discuter. Oui. Quand tu es un homme comme ça, qui a du mal à comprendre pourquoi, en fait, certaines femmes se plaignent d'avoir mal pendant les règles, tu vois le décalage qu'il peut y avoir dans la communication. Exactement. Et justement, il y a beaucoup de tests qui se font sur les réseaux sociaux où on donne en fait une espèce de ceinture aux hommes pour évaluer les contractions et l'intensité des règles. Et si tu vois leur tête... C'est vrai. Donc, en fait, il faudrait lui donner une ceinture à cet homme-là. Oui. Je pense qu'il devrait y avoir plus de ceintures comme ça pour qu'il teste. Alors, moi, j'ai envie de lui donner une réponse complémentaire. Est-ce qu'il y a toujours un problème dans le sens où est-ce qu'il y aurait un fibrome ou est-ce qu'il y aurait une maladie? Pas forcément, mais il y a forcément quelque chose de problématique qui se passe dans le corps de la femme. Donc, peut-être qu'elle n'a pas. C'est pas parce qu'une femme... n'a pas, je ne sais pas, à la réponse d'une IRM, n'a pas de fibrome. De diagnostic posé. Voilà, il n'y a pas de diagnostic posé, que ça veut dire qu'elle n'a pas forcément un problème. Ça peut être de la déshydratation qui fait que pendant les règles, elle a les règles abondantes et du coup, il y a des céphalées. Ça peut être, je sais pas. Tout un tas de choses, en fait. Tout un tas de facteurs qui font que, mais c'est surtout, l'invitation, en tout cas, c'est à prendre vraiment les règles au sérieux. Oui. Ok, c'est banal dans le sens où toutes les femmes
entre guillemets, puisqu'on sait qu'il y en a qui, qui ne les ont pas, que la plupart des femmes ont leurs règles. Que ma maman avait ses règles, ma grand-mère avait ses règles, mon arrière-grand-mère avait ses règles, mes tantes ont leurs règles, donc toi aussi tu as tes règles, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment, effectivement, comme tu disais, où une douleur est exprimée, c'est qu'il y a un signal et il faut le considérer dans tous les cas. À la limite, sans se poser de questions, en se disant, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas professionnelle de santé, je tiens compte et j'attends de voir ce qu'il y a derrière. Tout à fait. Et elle peut très bien aller voir déjà, dans un premier temps, un gynécologue. Aussi, voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Ou un médecin, dans un premier temps. Ou son médecin, ou voilà. C'est ça. Ensuite, on a Cathy Mini qui dit « On entend de plus en plus parler de problèmes utérins, mais des fois, j'ai l'impression que ça n'existait pas avant. Sinon, j'aurais au moins vu ma maman, ma grand-mère, mes tantes souffrir un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de fibromes aujourd'hui ?» On en a un peu parlé. Voilà. Et justement, avant, les femmes ne s'exprimaient pas. Donc, comme je disais, elles pouvaient avoir en fait tout un tas de problématiques au niveau de l'utérus, mais elles n'avaient pas droit à la parole ou elles étaient à la maison, donc elles s'occupaient des enfants. Il n'y avait pas forcément, encore une fois, l'espace. Déjà, à leur époque, il n'y avait pas l'espace pour s'exprimer. Ni la reconnaissance de la voix de la femme. Voilà, et aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas encore assez l'espace encore. Il y a encore du chemin à faire. C'est ça. Donc tout simplement, c'est parce qu'elle n'en parlait pas. Mais si on va questionner sa maman, sa tante, sa cousine, là on commence à dire ah oui effectivement j'ai eu. Elle commence à parler, mais il faut les questionner. C'est vrai ce que tu dis et c'est pourquoi il faut lever le tabou même par rapport aux conséquences de ces maladies-là. Oui. Les réponses qui sont données quand la femme s'exprime sont tellement culpabilisantes qu'elle préfère se taire. La femme qui va dire je ne sais pas, j'ai tout fait cette semaine, j'ai pas perdu 1 gramme. La réponse va souvent être il y a un truc que tu fais qui est pas bien. Il y a un truc que tu as mal calculé. Il y a un truc que tu as mal fait. Mais pas, tu sais, tu as une maladie qui fait que chez une femme qui n'a pas cette maladie-là, ça va prendre 1 mois, 3, ça va prendre 6 mois, par exemple. Il n'y a pas ce côté reconnaissance, en fait, de la situation qui permet de s'exprimer. On préfère se taire dans ces cas-là. Voilà. Ah tiens... quand même, elle aurait pu mettre des talons, oui, mais peut-être qu'elle souffre atrocement parce que tout son corps est enflammé. Peut-être qu'il y a toujours cette petite chose-là, cette petite réponse qui fait que la femme n'a pas toute le plein espace dont tu parlais pour vraiment s'exprimer. On a ensuite, donc là, c'est une question anonyme qui nous vient de tes abonnés. Tout à fait, oui. Voilà, qui dit « J'ai un fibrome et je suis atteinte d'un cancer du sein avec atteinte aux poumons. Comment puis-je être traitée malgré toutes les contre-indications ?» Alors là, c'est vrai qu'on a un cas spécifique qui demande vraiment d'être personnalisé. Donc, je vais répondre de manière générale parce que je n'ai pas toutes les données. Okay. Donc déjà, quand elle parle de contre-indications, c'est vrai que le cancer est hormonodépendant, le fibrome aussi. Donc, il faut faire attention, par exemple, aux plantes qu'elle peut prendre. Il faut qu'elle soit accompagnée. Il ne faut pas qu'elle fasse les choses seule. Par exemple, le soja, et ça va augmenter les œstrogènes, c'est phytoœstrogènes. Donc, on va éviter de prendre ça. Par exemple, le maca, c'est une plante qui va venir soutenir le cycle menstruel, mais aussi, on la connaît aussi pour tout ce qui est libido. Elle vient booster la libido. Donc, on va éviter aussi de la prendre parce que ça va augmenter les œstrogènes, par exemple. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que là, il vaut mieux travailler de concert avec le médecin. C'est-à-dire que, par exemple, je peux lui proposer un protocole en naturopathie naturelle, mais ce protocole-là, elle doit d'abord ensuite demander l'avis à son médecin. D'accord. Pour justement, elle parle de contre-indications, pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec le traitement qu'elle suit. Voilà. D'accord. Et puis, en plus, c'est spécifique. Elle dit qu'elle a un cancer du sein, mais aussi avec... comment elle a exprimé? Alors, elle dit... atteinte au poumon. Voilà. Avec atteinte au poumon. Cancer du sein, atteinte au poumon. Voilà. Donc, tu vois, là encore, il y a une autre particularité. Donc là, c'est vraiment... ça, il faut un suivi personnalisé. Mais avec l'accord du médecin
par rapport au protocole qui peut lui être proposé, le protocole naturel. De toute façon, alors, moi, je le fais dans l'accompagnement des jeunes. Oui. J'invite vraiment les personnes qui sont intéressées à le faire aussi. Moi, quand je reçois un jeune, j'apprécie d'être mise en contact avec le psychomotricien, avec l'orthophoniste, oui, avec le neuropsy, au moins d'avoir le rapport, etc., de leur dire un peu ce que je fais, voilà, pour que les accompagnements ne soient pas opposés. Pour que ça soit complémentaire. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, en tout cas, dans ton métier, dans ton cas, oui, je conseille vraiment les personnes qui nous écoutent à faire comme ça. J'ai mon médecin, mais j'ai aussi à côté mon naturopathe. Oui. Voilà, et je fais croiser un peu les données pour avoir l'accompagnement le plus complémentaire. Oui, c'est mieux. C'est mieux d'avoir toutes les informations des deux côtés. C'est ça. Alors, on va traiter une dernière question. Oui. Il y en a à laquelle on a déjà un peu répondu. Pourquoi les fibromes reviennent après la myomectomie, oui, parce qu'il y a de fortes récidives, on l'a expliqué. Si on ne change pas son alimentation, son mode de vie, ça revient. C'est ça. Et puis, soulager mes symptômes sans avoir recours à une opération. Elle demande si c'est possible, cette personne. Oui. Donc, pareil, on a déjà répondu. Voilà, oui. donc, grâce à notamment la naturopathie. Et enfin, quelle alternative à l'ablation des fibromes? Pas de l'utérus, mais des fibromes. Ben oui, en fait, on parlait tout à l'heure du retrait des fibromes. Eh bien, en fait, c'est revoir aussi, réajuster son mode de vie, tout simplement. Arrêter de les alimenter, peut-être. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok, bon. Donc, ça passe par plusieurs étapes. C'est ça. Alors, on a fait le tour, du coup, des questions. Du coup, on va parler aussi du bon plan. Donc, comme d'habitude, vous le savez, je vous propose toujours de poursuivre la réflexion chez vous, avec vos amis, en allant à des événements. Et pour cette fois, je vous propose de découvrir le podcast de Virginie Noël, qui est vraiment très agréable, rempli de douceur, vraiment. Merci. J'ai beaucoup apprécié. Donc, je vous laisse regarder un extrait et elle vous en dit plus au retour de l'extrait. Comme tu le sais, La puissance du féminin est le podcast francophone dédié aux fibromes utérins. Et en juin, je vais encore plus loin parce que c'est le mois de sensibilisation aux fibromes utérins, parce que La puissance du féminin fête ses 1 an. Ce mois-ci, je t'emmène dans une série d'épisodes puissants et engagés. Chaque dimanche, un nouvel épisode. Et pour ouvrir le bal, je reçois Angèle Barga, la présidente de Fibrome Info France, à l'initiative du premier congrès sur le fibrome utérin à Paris. Et d'ailleurs, j'y serai pour la toute première fois cette année. Le docteur Cyril Sapsop, médecin et auteur, répondra aux questions que tu te poses, comme quels sont les traitements possibles et les opérations proposées, peut-on tomber enceinte malgré tout, ou pourquoi les femmes afro-descendantes ont plus de fibromes que les autres. Et Magali Teria du pôle forme de l'association Liquide Chocolat nous parlera de fertilité, deuil de la maternité et grossesse compliquée sans tabou. Et bien sûr, je te retrouverai aussi pour 2 épisodes solo pour te parler des erreurs fréquentes quand on cherche à réduire naturellement le développement des fibromes et pour te partager ce que j'ai appris, ressenti, observé au congrès du fibrome utérin. Alors, si toi aussi, tu sens qu'il est temps d'écouter ton corps autrement, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée, partage ce podcast avec une femme concernée et prépare-toi pour un mois pas comme les autres. Moi, c'est Virginie, naturopathe et créatrice de La puissance du féminin. Tu sais que je suis émue. Ça fait bizarre de m'entendre. Mais écoute, moi, j'ai beaucoup apprécié. Puis je pense que ça va faire beaucoup de bien. Voilà. Et je pense que l'émotion que tu ressens, c'est une émotion qui sera aussi celle des personnes qui auront enfin ce petit moment cosy, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'exprimer et entendre quelqu'un aussi qui est en pleine compréhension de ce qu'elle vit. C'est ça, oui. Parce que, comme on le disait, alors bien sûr qu'on va partir, après cette émission, je compte sur vous, chers téléspectateurs, pour partir lever les tabous dans votre famille, en parler à table avec les garçons aussi, en parler avec vos collègues, en faire un sujet des plus possible à aborder au grand jour, mais c'est aussi vrai que toutes ces femmes qui ont cette souffrance-là et qui ont aussi leur pudeur et leur dignité et pas forcément cette envie de partager avec des inconnus, pourront trouver, grâce à ce podcast,
Vraiment, petits écouteurs, couchés tranquille, dans un coin rafraîchissant, machin, petite brise, petit thé à côté. Je pense que ça va faire beaucoup de bien parce que moi, c'est dans ces conditions-là que j'ai écouté ton podcast et j'ai beaucoup aimé. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, c'est vrai que j'ai créé ce podcast parce qu'il n'y en avait pas du tout. Ouais. Donc, comme je disais, en France, en francophonie, on parle pas encore suffisamment de fibrome. Donc, j'ai décidé de créer le premier podcast francophone sur le fibrome utérin. Vraiment, félicitations pour cette initiative. Et mis à part la France francophone, comme tu dis, il y a aussi cette avancée pour la Martinique aussi. Oui. Voilà. Oui, je suis très fière parce que je suis en Martinique. Et d'ailleurs, une petite anecdote, on est quel jour? On est la semaine dernière, mercredi dernier, j'ai rencontré une auditrice qui était en vacances ici et elle vit à Bordeaux. Et elle m'a dit, sur le coup, elle n'a pas reconnu la voix, mais elle a reconnu le visage. Et puis elle était là en train de regarder sur Instagram, elle m'a dit que c'était elle. Et elle est venue me voir. Et ça m'a tellement touchée parce que ça va même au-delà de la Martinique. C'est-à-dire que les Antillais qui vivent ailleurs, les Antillaises plutôt, et puis peu importe, il y a aussi des hommes qui écoutent le podcast et je les remercie parce que ils écoutent ce podcast aussi pour faire découvrir à leur compagne en souffrance. Ça, exactement. Donc c'est une très belle démarche. J'avais eu un très beau témoignage d'un homme qui m'avait dit merci et qu'il avait découvert par hasard mon podcast et qu'il allait faire découvrir à sa compagne. Et je trouve que c'est une très belle fierté en fait de savoir que je peux aider juste à travers la voix, juste à la puissance de ma voix. Oui, exactement. Oui. Aider des femmes et aussi des hommes. C'est la douceur. Vraiment, c'était très agréable. Des hommes justement, à comprendre le fibrome utérin, à communiquer dessus, à médiatiser, à arrêter que ça soit sous-estimé, banalisé, etc. La réalité de leur femme qui devient, ou de leur compagne qui devient la réalité de leur foyer finalement. Oui, tout à fait. C'est ça. Est-ce que tu fais de la téléconsultation? Oui. D'accord. J'ai des clientes un petit peu partout. J'avais même une cliente à Hong Kong. Donc, ok, d'accord. Bon, ça tombe très bien. Donc, je vais proposer à Martine de bien vouloir repasser ta carte de visite. D'accord. Que tu puisses rappeler ton numéro de téléphone, le numéro auquel on peut te joindre. Donc, c'est le 06 96 60 20 10. Voilà. Donc, 60 20 10, notez bien. Et puis, pour ceux qui vont s'abonner à la chaîne WhatsApp, ils verront, je pourrai repartager en fait tes coordonnées ainsi que le lien pour le podcast. Le podcast, exactement. Je suis sur les réseaux sociaux, le podcast c'est sur Spotify, mais on peut l'écouter sur n'importe quelle plateforme. D'accord, ok. Donc tout ça, ce sera repartagé sur la chaîne. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous inscris sur la chaîne et vous aurez tous ces petits éléments-là. Et puis j'espère vraiment que les gens prendront contact avec toi parce que je crois que c'est vraiment important de rajouter en tout cas cette palette-là dans la prise en charge globale. Je crois vraiment que c'est important. Il y a d'autres thérapeutes que j'ai pu rencontrer au cours de Méli-Mélo, grâce à Méli-Mélo d'ailleurs. J'ai pu rencontrer aussi Annick Zabulon, à qui je fais un petit coucou, qui est énergéticienne et qui fait vraiment des miracles. Et c'est vrai que vous rencontrez des professionnels autour de la médecine comme vous et de tester, parce que je teste et je vois les effets. Vraiment, je recommande au plus grand nombre. Donc, pour te dire, Zouk TV regarde un peu partout dans le monde. Donc, on est regardé en Afrique, on est regardé au Canada, on est regardé en Guyane, on est regardé en Guadeloupe, c'est super. En France. Donc, c'est pourquoi je te demandais, si tu faisais de la téléconsultation, que des personnes puissent aussi trouver des réponses. Parce que quand on est afrodescendant et qu'on vit à Bordeaux, comme tu disais, et qu'on n'a pas forcément cette même connaissance du fibrome, parce que ce n'est pas une problématique aussi marquée chez les personnes non afrodescendantes, non pas qu'elles ne soient pas concernées, mais un peu moins que nous. Tout à fait. C'est toujours bien de pouvoir s'adresser à une professionnelle qui maîtrise le sujet et qui sera capable de comprendre que même à 8000 km de la Martinique, je suis en souffrance et je vis les réalités de ma culture et de mon pays et j'ai besoin d'aide. Donc j'espère que les ultramarins seront au rendez-vous et qu'ils prendront contact avec moi. Je l'espère. En tout cas, en écoutant le podcast. Écouter le podcast permet de le faire découvrir au plus grand nombre. Ne pas hésiter à partager non plus. Exactement. Alors, on termine cette jolie émission sur une citation que tu as choisie. Oui. Donc, elle va apparaître à l'écran. Et toi, je te laisse l'expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi cette citation. Donc, notre corps est notre meilleur allié.
l'écouter, c'est retrouver notre puissance de femme. C'est-à-dire, comme je disais au début, on a tendance à combattre notre corps, on pense que notre corps est notre ennemi. Mais notre corps, si on lui donne du love, comme je disais tout à l'heure, il va nous rendre justement ce love. Notre corps, en fait, si on n'en prend pas soin, personne d'autre ne le verra. On vit avec de la naissance jusqu'à la mort. Et être en conflit avec lui, c'est être en conflit toute sa vie. C'est vrai ce que tu dis. Donc c'est pour ça, je dis que c'est notre meilleur allié. Et se reconnecter à son utérus, c'est se reconnecter à sa puissance de femme. Wow. Très beau, très très beau. Et puis ça tombe à pic dans mon jardin. Donc merci beaucoup, merci pour ta participation. Merci pour toutes ces bonnes énergies, ces bonnes informations que tu es venu livrer à l'ensemble des téléspectateurs de Zouk TV aujourd'hui. Je te laisse conclure, peut-être un dernier petit mot de la fin, et puis après on va rendre l'antenne. Merci beaucoup Natilo de m'avoir proposé cette opportunité. C'est une première pour moi, je suis vraiment contente. J'ai pris beaucoup de plaisir justement à partager tout ce que je savais. Cet échange était très agréable et j'espère vraiment que toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit les hommes ou les femmes, ne soyez pas dans l'attente. Allez chercher l'information, allez vous renseigner, allez voir plusieurs médecins. En fait, on vit dans un monde où on peut avoir quand même pas mal de solutions. Donc, allez-y, soyez dans l'action. Et puis, le mot de l'espoir, c'est que tout est possible. Voilà. Ça. Mais en tout cas, merci à toi Virginie. Je ne te dis pas au revoir, je te dis à très bientôt parce que du coup, on a un petit live à faire. Tout à fait. C'est ça. Donc, on essaiera de le faire dans le mois de juin puisque c'est le mois de sensibilisation autour du fibrome. Alors, ce sera compliqué parce que j'ai compris que TikTok, il faut avoir 1000 abonnés. Pour faire un live? Oui. Donc, quand j'ai fait le live, c'est qu'on m'a invité, mais on me voyait pas. Ah, ben je savais pas. Donc, je découvre. On pourra pas toutes les deux. Donc, on pourra refaire le live l'année prochaine, d'ici. Non, mais non. Toutes les personnes qui regardent l'émission, Méli-Mélo, abonnez-vous à nos TikTok, comme ça on va faire le live. Voilà, c'est ça. Et vous pourrez commenter en direct. Il nous faut au minimum 1000 abonnés. Mais je savais pas. Oui, je l'ai appris. Je découvre cette plateforme. Moi non plus, je savais Donc, pas. on ne pourra pas le faire pour l'instant. Bon. Donc, pour le mois de juin, sauf si on a 1000 abonnés rapidement. En tout cas, merci à toi. Je te remercie. Je te dis à très bientôt. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous embrasse chaleureusement. Continuez à réfléchir. Abonnez-vous. On a besoin de vous. Vous voyez, pour pouvoir continuer à travailler, on a besoin de votre soutien. Donc, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bye bye.